attendant qu'on mette ceci à l'écran, c'est déjà pratiquement le cas. D'abord aussi remercier les organisateurs. C'est vrai que comme francophone, je crois que c'est la deuxième fois en près de 10 ans que j'ai l'occasion de m'exprimer en français sur ce sujet, même n'étant moi-même pas français au sens strict. Mais c'est vraiment étonnant comme le monde francophone aujourd'hui s'intéresse peut-être à ces questions, mais en tout cas n'organise aucune réunion, aucun colloque sur le thème. Alors, je dois être relativement rapide, donc je vais aller directement au cœur du sujet. Ce qui est intéressant dans ce que je voudrais évoquer avec vous maintenant, c'est qu'en fait, c'est un peu la troisième pièce du puzzle. On a parlé des grands principes de non-prolifération. On a évoqué la question du gardien du temple, si j'ose dire, qui est l'AIEA et Euratom. Et puis, en fait, tout ça met en regard avec des questions liées au commerce. Puisqu'en fait, si on a un problème, c'est bien parce que justement, on veut parler de commerce. Et si je remonte rapidement la ligne de temps, mais vous le savez, le commerce nucléaire au départ, en tout cas dès les premiers développements de l'arme atomique, on était bien conscient qu'il y avait des applications civiles, en tout cas les Américains l'étaient et on était tous bien conscients, mais dès le départ, les Américains ont adopté un principe tout simple de dire pas de commerce. Le nucléaire est avant tout militaire. Ils ont adopté ce qu'on a appelé la loi, ou le McMahon Act, et en disant il est impossible de développer les échanges commerciaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on est conscient qu'il y a les applications civiles, la différence ou la scission entre ce qui relève du civil et ce qui relève du militaire est impossible à faire. Et donc à ce titre-là, le point de vue des Américains était de dire pas d'échange. Alors on le sait, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu puisque si on veut bien entendre que la raison utilisée par les Américains pour refuser l'ouverture du commerce nucléaire était de dire ça évitera la prolifération des armes nucléaires, mais vous le savez mieux que moi, il n'a pas fallu une décennie pour que très rapidement d'autres États se lancent avec un certain succès dans la course à l'armement. Et donc on voit brutalement autour de peut-être que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le plan Atom for Peace du président Eisenhower présenté à l'Assemblée générale en 1958, qui était de dire quoi? Il faudrait accepter l'idée du développement du nucléaire civil. Il faut donc accepter l'idée qu'on va ouvrir les échanges commerciaux entre l'ensemble des États. Mais pour ce faire, il va falloir mettre une condition. Et c'est bien ça tout le problème qui se pose, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des échanges commerciaux dits conditionnés. À savoir que si on est toujours techniquement conscient qu'il est très difficile de séparer le nucléaire civil du nucléaire militaire, eh bien, il faut pour ce faire garantir ou être certain qu'il n'y a pas de mauvais usage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ce qui vient d'être évoqué à l'instant, un système de garantie. La fonction première des garanties était de permettre le développement du commerce. Puisque en ouvrant la possibilité aux États d'avoir accès au nucléaire civil, en le conditionnant au fait que pour avoir accès à ce nucléaire civil, les Américains et puis d'autres États ont dit « je vous donne accès, mais vous devez accepter sur votre sol un contrôle de l'usage », au départ fait par l'État fournisseur lui-même, les États-Unis, et puis par la suite, parce que certains voyaient quand même d'un très mauvais œil l'idée d'arriver sur leur sol des inspecteurs américains, se développer l'idée qu'il nous faut un organe tiers, un organe de groupe d'États, Euratom, ou un organe international, l'AIEA. Et donc, le point de départ du commerce, il s'assume là-dessus, où il parle sur l'idée que le commerce, oui, s'il est conditionné, s'il est soumis à des garanties. Alors, garantie suppose quoi? Suppose aussi que les États partenaires, ou les États bénéficiaires, et même les États exportateurs, acceptent l'idée qu'ils vont devoir mettre en place un système de contrôle du flux des échanges. Donc, on va avoir quelque chose d'assez paradoxal. À l'heure où aujourd'hui, on parle de liberté des échanges, organisée dans le cadre du GATT, de WTO, l'Organisation mondiale du commerce, où le principe de base est la liberté. Pour le nucléaire, on a affaire dès le départ à un phénomène inverse. Le point de départ est l'interdiction, et puis au fur et à mesure des décennies, progressivement, on arrive avec l'idée qu'on va autoriser, le commerce nucléaire devient une exception à la libre circulation, et qu'on pourra faire du commerce si effectivement l'État destinataire a un système de garantie en place. Et qu'est-ce qui garantit tout ça? C'est finalement qu'il met en place un système d'autorisation des exportations. Lorsque j'autorise l'exportation de technologies, de biens nucléaires, il va falloir que l'autorité politique intervienne et dise si oui,
ou non je vais accorder le feu vert pour exporter au regard d'un certain nombre de critères et de conditions sur lesquels on pourra peut-être revenir. Donc le point de départ est vraiment là, le commerce oui, le commerce conditionné, étant sous-entendu que l'État lui-même met en place un système de contrôle, et on l'a vu, Benjamin l'a évoqué déjà avec vous il y a quelques minutes, ce système va évoluer au fil du temps, on passe au départ d'un simple contrôle des exportations, où progressivement on va élargir avec quelques critères, les critères d'opportunité essentiellement, de s'assurer qu'effectivement il n'y a pas de risque, et quelques conditions, ou plutôt une seule condition, c'est la mise en place d'un système de sauvegarde. Ça c'est vraiment le point de départ, mais tout ça va évoluer, et puis la difficulté qu'on a, c'est qu'on est dans du soft law. En 58, je suis dans du soft law. J'ai finalement aucune base juridique pour tout ça. La base juridique, c'est quoi? C'est la loi nationale de l'État exportateur qui impose à un pays tiers l'accès à la technologie moyennant l'acceptation d'un système de garantie ou de contrôle. Donc il faudra encore attendre un certain temps pour voir progressivement reconnaître l'exception nucléaire sur le plan juridique, sur le plan du droit international. Le GATT en 1949, avec les matières fissiles qui font l'objet d'une exception et un principe général, et puis plus largement, on vient de l'évoquer, le TNP. Le TNP qui finalement pose une condition d'accès à la technologie, vous le savez, en disant seuls certains États y ont accès, si, ils sont membres du TNP, et si et seulement si, leurs échanges sont soumis à un système de garantie. Donc on y est, on finit par avoir une base juridique, et puis ensuite il faut tenter d'introduire de la cohérence dans tout ça. Comment mettre de la cohérence dans un système qui finalement est un peu multiple, puisque je vous l'ai dit, oui j'ai une base juridique qui justifie l'action des États, mais je n'ai pas de politique cohérente pour l'ensemble. Parce que le problème que j'ai, de quoi parle-t-on ici? On parle de commerce. On parle avant tout de commerce. Et la difficulté auquel nous sommes confrontés très vite, c'est que j'ai plusieurs fournisseurs potentiels. J'ai évidemment les États-Unis, mais je commence aussi à avoir des États européens, je commence à avoir les États du Moyen-Orient et d'autres, qui eux-mêmes ont de la technologie, eux-mêmes ont des biens qu'ils sont prêts à vendre. Et quel est le risque? Le risque est que j'ai ce qu'on appelle de la concurrence déloyale. Déloyale entre qui? Entre les fournisseurs, puisque les conditions liées à la vente ou à la non-vente sont déterminées, tant qu'à présent, au niveau national. Donc, le problème est que certains États acceptent de refuser de vendre à d'autres, pour autant qu'ils soient certains que leurs concurrents, dans un pays tiers, fassent la même chose. Donc, il y a un besoin très vite de mettre en place des systèmes pour mettre un minimum de cohérence dans les politiques d'exportation des États. Et de là apparaît, dans un premier temps, le Zinger, mais aujourd'hui quasi oublié, et surtout le groupe des fournisseurs nucléaires, le Nuclear Suppliers Group, dont l'objectif premier est de tenter d'apporter une approche cohérente à l'ensemble des États qui sont exportateurs de technologies et de biens nucléaires. Alors, il adopte une première série de guidelines en 78 pour ce qu'on appelle les biens spécifiquement nucléaires. Et puis par la suite, on l'a évoqué aussi, je me retrouve avec la situation au lendemain de la découverte du programme irakien. On se dit que contrôler le especially design, le strictement nucléaire n'est pas suffisant et qu'il faut entrer, on l'a évoqué tout au début, dans un contrôle d'autre chose qu'on appelle le double usage. Mais le double usage ici avec un sens très spécifique, à savoir nucléaire et non nucléaire, pas militaire et non militaire. C'est une approche du NSG qui est tout à fait spécifique. Et puis je continue, je vois d'autres instruments qui apparaissent. Wassenaar, pour ceux qui connaissent, en 1994. Le Conseil de sécurité des Nations Unies qui intervient aussi avec 2 résolutions, une en 2004 et une en 2009. La plus connue, que je pense que vous devez certainement avoir lu ou connaître, et qu'on appelle la 1540, qui est la base aujourd'hui de la plupart des systèmes de lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Alors, le problème, c'est que je voudrais bien mettre de la cohérence, je voudrais même peut-être faire plus. Je me trouve ici au début des années 90 et on voudrait aller plus loin. Alors, tenter d'aborder ou d'avoir quelque chose qui soit la coordination. Alors, c'est assez compliqué parce que finalement, l'évolution au fil du temps va s'articuler autour de 3 points. C'est, quand je parle de commerce, à qui puis-je vendre? Question toute simple, est-ce que je peux vendre à tout le monde? Est-ce que demain je peux vendre aux Indiens? Est-ce que demain je peux vendre aux Nord-Coréens? Deuxième question toute simple, qu'est-ce que je soumets à contrôle? Je vais y revenir très rapidement, mais quels sont les biens qui doivent être contrôlés? Troisième question,
quels sont les biens, quelles sont les opérations, à savoir, est-ce que je contrôle l'exportation, l'importation, le transit, et puis finalement, j'ai fait une bêtise, ça marche. Et puis finalement, l'essentiel peut-être qu'on vient déjà d'évoquer partiellement, c'est quelles sont les garanties, quelles sont les conditions, non pas à quel prix je vends, mais qu'est-ce que j'impose à mon destinataire pour autoriser la vente de ce qu'il voudrait acquérir. Alors, très vite, les destinataires, vous le savez, si je m'arrête au TNP, il vous dit, en principe, on ne peut vendre qu'à un État non doté d'armes nucléaires, ou un État doté d'armes nucléaires au sens du TNP. Donc ça veut dire tout simplement que normalement, toute exportation à destination, aujourd'hui, de l'Inde, du Pakistan, de la Corée du Nord, d'Israël, est en théorie interdite. Donc normalement, les exportations de biens nucléaires n'est pas autorisées au sens du TNP. Mais ce serait faire fi de la realpolitik. Et vous le savez comme moi que la pratique n'est pas tout à fait celle-là, puisqu'en fait le NSG, qui n'est pas du droit, hein, on n'arrête pas d'avancer le NSG comme le régime de contrôle, mais en fait c'est de la soft law. Et le NSG il dit quoi? Il dit on a des exceptions possibles. Et les exceptions possibles sont, si vous, comme État, vous rejoignez le NSG, vous pouvez dire, écoutez, tout ce que j'ai signé avant de rejoindre le groupe est hors application du NSG. Donc dépêchez-vous. Les Chinois avaient été très forts pour ça lorsqu'ils ont rejoint le NSG en 1994, si je ne me trompe pas, avaient signé plein d'accords de collaboration avec des pays qui ne répondaient pas aux critères. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est la fameuse clause de sûreté, utilisée par les Russes à une époque, et de dire il y a un besoin imminent, pour des raisons de sûreté, de ce bien, de cette technologie, et donc, même si les conditions ne sont pas remplies, eh bien, je vais exporter vers ce pays tiers. La Russie l'a utilisé à l'égard de l'Inde parce qu'il y avait, semble-t-il, un besoin imminent d'énergie. Je ne sais pas si la sûreté et l'énergie, c'est la même chose, mais visiblement, leur interprétation avait été celle-là. Et puis, je peux continuer. La dernière dont on parle beaucoup, c'est la fameuse exception indienne. Le NSG a adopté une directive spécifique à l'égard de l'Inde, en dérogation au TNP, donc en contradiction avec les principes du TNP, qui dit que globalement, on peut tout vendre aux Indiens. Si ça vous intéresse, de nouveau, je peux entrer dans les détails, il y a des conditions particulières, mais l'Inde, finalement, en tant que non membre du TNP, non membre du NSG, fait partie des États pour lesquels on peut avoir confiance, donc on peut déroger. C'est très intéressant pour des juristes parce que j'ai vraiment une contradiction totale entre ce que dit le droit international et ce que autorise une soft law. J'ai combien de minutes? 3 minutes? 4 minutes? 3, parfait. Je ne surveille pas le temps. Alors peut-être rapidement, quelles opérations? Là aussi, ça va évoluer. On va passer, je vous l'ai dit, de simple contrôle des exportations tangibles, l'exportation d'un bien physique, à progressivement des choses qui sont de plus en plus larges. Aujourd'hui, le contrôle du commerce nucléaire en particulier, toutes les opérations sont visées, toutes les opérations sont soumises à autorisation. Donc aussi bien l'importation, l'exportation, le financement, on l'oublie souvent, le brokering, donc le courtage, toutes ces opérations-là sont aujourd'hui en principe soumises à contrôle. Et même plus, ce qui rend les choses très compliquées, c'est ce qu'on appelle les transferts intangibles. Donc en théorie, si vous êtes un ingénieur et que vous développez un programme et vous collaborez avec quelqu'un établi dans un pays tiers et que vous envoyez les informations par mail, elles devraient être soumises à autorisation. Donc vous voyez, le système évolue de plus en plus pour se renforcer. Alors, quel bien? Le TNP ne dit rien, donc ça je vais passer. Il dit simplement qu'il faut des biens nucléaires. Donc de nouveau, j'ai des soft laws qui tentent de les interpréter. Peut-être juste une chose intéressante, c'est ce qu'on appelle la clause catch-all. J'en terminerai par là aujourd'hui. La clause catch-all est finalement un pis-aller. Comme on ne sait pas tout contrôler, et comme on se rend compte de plus en plus que contrôler les biens n'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intéressant, ce qui est intéressant, c'est de contrôler quel sera l'usage final. Et rappelez-vous, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'on a élargi les listes. Que dans un premier temps, on contrôlait que le nucléaire, et puis on a étendu cette notion de double usage. Oui, mais en étendant la notion de double usage, n'importe quoi qui peut contribuer, dit le texte, directement ou indirectement à un programme nucléaire est en principe contrôlé. Ce qui voudrait dire que n'importe quelle industrie, très indirectement concernée, pourrait être visée. Si je dois commencer à lister tous les biens produits par ces industries, potentiellement liées, vous imaginez le nombre d'autorisations délivrées par an pour des choses qui finalement ne présentent un risque quasi nul. Et donc, l'Union européenne en particulier, puisque là je rentre dans le champ européen, mais au niveau international dans les soft laws, ne manque pas d'imagination et s'est dit, on va finalement inverser la vapeur.
on va mettre en place ce qu'on appelle des clauses catch-all. Et la clause catch-all, c'est quoi? Et j'arrêterai ici. Et de dire, finalement, qui connaît le mieux son client? C'est l'exportateur. Et donc, on va lui demander on va ce qu'on appelle renverser la responsabilité en disant, vous êtes exportateur, si votre bien n'est pas listé, si par hasard, vous le savez, ou si par hasard, vous avez des motifs de soupçonner que ce que vous allez vendre va contribuer, alors le texte est très précis, directement, indirectement à un programme de recherche nucléaire, vous devez informer vos autorités qui vont vous dire si oui ou non vous pouvez exporter. Ce qui veut dire que la responsabilité passe des mains de l'autorité publique aujourd'hui à l'autorité, ou plutôt aux exportateurs, aux opérateurs industriels eux-mêmes. Ce qui rend évidemment les choses très compliquées. Et donc, finalement, je passe tout ça, mais juste en guise de conclusion, si je dois conclure, le contrôle du commerce nucléaire aujourd'hui, c'est certainement un des secteurs les plus réglementés en termes de normes au niveau national, de normes au niveau européen, de soft law au niveau international, mais c'est aussi celui qui a le plus grand nombre de règles informelles qui finalement contredisent ce que dit la règle de droit. Je vous remercie. Merci de ces aspects très suggestifs et qui nous font nous poser des questions. J'aime bien votre conclusion, la réglementation part de l'informel, mais il y a d'autres domaines dans lesquels on pourrait dire aussi la même chose. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, moi j'en aurais une alors. À propos de l'exception indienne, donc on dit en doctrine qu'elle a signé l'acte de décès du TNP, et ça... Pourquoi on se dit pourquoi l'Inde et pourquoi pas les autres EDAN, donc États dotés d'armes nucléaires de fait. Et je crois avoir lu que justement les autres EDAN de fait avaient envie de se situer dans la même position que l'Inde et bénéficier alors de cette exception indienne, ce qui mettrait un terme au TNP. Donc qu'en pensez-vous Je suis 100% d'accord avec vous. Le problème, on a été plusieurs à l'époque à s'insurger contre le projet d'exception indienne, puisque pour le résumer, c'est quoi ? Vous le savez, le TNP dit le commerce est possible avec qui? Avec des États dotés d'armes nucléaires au sens du TNP, donc finalement les 5, et avec des États non dotés d'armes nucléaires, pour autant que ceux-ci ont mis en place un système de garantie. Donc il n'y a pas d'exception possible. L'Inde, jusqu'à preuve du contraire, comme le Pakistan, affirme même ouvertement qu'ils détiennent l'arme nucléaire. Donc on se trouve en marge du TNP. Alors, je sais que le NSG a essayé de justifier sa dérogation en disant oui, mais finalement, ils ont une attitude conforme. Et ils ont poussé le paradoxe jusqu'à, et ça c'est intéressant, c'est que l'AIEA, par exemple, accepte de signer un protocole, même le protocole additionnel avec l'Inde, si je ne me trompe pas, sur quoi? Sur des installations que l'Inde elle-même a listées en disant c'est là où vous pouvez les contrôler, pas de souci. Le reste, désolé, c'est du nucléaire militaire, vous ne pouvez pas y aller. Mais ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble typiquement à l'accord de garantie signé entre l'AIEA et les États dotés d'armes nucléaires au sens du TNP. Alors, beaucoup se sont interrogés sur la signification. Pourquoi la France, les États-Unis, la Russie ont un accord de garantie, puis de toute façon, ils ont l'arme nucléaire. Historiquement, il faut se rappeler l'origine de ça. L'origine de ça, c'est de dire, l'Allemagne en particulier, la Belgique aussi, a dit, nous sommes dans une situation de concurrence déloyale à l'égard de la France, à l'égard des États-Unis, parce qu'un système de garantie, c'est très lourd et ça impacte notre industrie. Donc la raison pour laquelle les puissances nucléaires ont accepté de dire tout ce qui est civil sera soumis aux mêmes normes que les autres, elle vient purement, pas uniquement, mais à 90%, d'une volonté finalement de égaliser les conditions de concurrence. Donc lorsque le NSG dit oui, mais l'Inde a signé un accord de garantie avec l'AIEA et le protocole additionnel, donc elle est conforme, elle est conforme à quoi? Elle est simplement conforme à une logique commerciale de la mettre dans les mêmes cases, si j'ose dire, que les États qui sont soumis à un système de garantie. Mais symboliquement parlant, c'est reconnaître indirectement le même statut qu'un État doté d'armes nucléaires, ce qui est éminemment paradoxal. Et effectivement, moi je m'attendais, ça n'a pas été le cas, qu'à la conférence de révision du TNP, beaucoup d'États élèvent la voix contre l'exception indienne en disant les États ont bafoué leurs engagements de base, article 3 du TNP. Il y a eu très peu de voix qui se sont élevées en ce sens, il y en a eu, mais très très peu. Donc c'est vrai que sur le plan doctrinaire, nous disons tous, l'accord Inde a mis fin, ou est plutôt effectivement
l'éloge funèbre du TNP, dans la pratique, je dois bien admettre que finalement, business as usual. Donc les choses ne changent pas fondamentalement, mais on peut s'interroger si le Pakistan l'a déjà élevé plusieurs fois en disant pourquoi pas nous. Les raisons sont uniquement géopolitiques. Israël n'a pas encore dit, mais je ne serais pas étonné qu'ils le disent. Bon, la Corée du Nord, ça va être compliqué, mais ils pourraient aussi dire pourquoi pas eux. Et surtout, je crois que quelqu'un va parler aujourd'hui, et puis je vais m'arrêter sinon je vais être trop long, sur la question de l'Iran. À une époque, l'Iran a aussi élevé la question en disant, mais enfin, il y a 2 poids 2 mesures entre un État qui est doté d'armes nucléaires et qui l'affirme ouvertement et a réussi à se doter d'armes nucléaires, pour lequel finalement vous ouvrez le commerce, et nous, qui avons signé le TNP, qui avons un accord de garantie, oui d'accord, peut-être qu'il n'est pas tout à fait appliqué, mais on en a un. À notre égard, par contre, vous mettez la pression beaucoup plus forte. Merci. Juste... Je peux pas ajouter un mot sur ce sujet. Alors, rapide. Quentin, tu veux bien? Tout ce que tu veux. C'est très gentil, parce que Laura, un instant là-dessus, c'est très gentil, parce que vous avez mis le doigt sur un truc important, en disant, quand le Pakistan fera acte officiel de candidature, ce qui n'est pas le cas, et que sa candidature sera acceptée, à ce moment-là, ce sera la mise à mort du TNP, ce sera la fin du TNP. La réalité, non. Très certainement, non. Pour le moment, si l'Inde n'est pas accédée encore, c'est une question de timing. Le timing n'est pas encore bon, mais ils y viennent. Les prochains, ce sera effectivement le Pakistan, et pour Israël, la question se posera. Et le TNP ne s'en porte pas plus mal. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on peut dire sur un plan de principe, 2 poids 2 mesures, et sur un autre plan, mettant en perspective le sujet, nous avons un régime de non-prolifération nucléaire qui est effectivement robuste, qui fonctionne, qui doctrinalement pourrait être mis à mort parce qu'il est vraiment une rupture très claire quoi, de la règle de droit que tout le monde connaît. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de discussion sur ce sujet, mais en réalité non, ça ne se passera pas comme ça. Le TNP va continuer de vivre sa vie, et pour information, parce qu'il faut juste éclairer quand même le sujet, il y a des pour et des contre. Moi, en l'occurrence, je suis pour l'entrée de l'Inde et du Pakistan dans l'ENSG. Mais pourquoi? Parce que l'argument, selon moi, c'est qu'en faisant entrer à ces conditions dérogatoires assez stupéfiantes sur le plan juridique l'Inde et le Pakistan, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On consolide le régime de non-prolifération nucléaire d'une manière, à mon avis, assez considérable. Et donc, je suis partant pour qu'il n'y ait pas d'exception indienne, mais que sur la base d'un ensemble de critères, les États qui ne font pas partie du TNP, mais qui sont des bons élèves de la non-prolifération, puissent rentrer dans le NSG. Mais là, ça fait partie des controverses que nous avons entre nous et qui, pour vous, sont, je pense, assez éclairantes sur le fonctionnement du régime. En 1 minute, parce qu'il y a un désaccord. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ça, parce que j'estime que c'est, en acceptant l'Inde et le Pakistan dans le SNG, c'est un mauvais message qu'on adresse aux États non dotés, en leur disant, écoutez, dotez-vous de l'arme, et comme ça, vous serez bienvenus au club du NSG. Donc voilà, donc ce sont des États qui ne sont pas partis au TNP, qui ont refusé toute inspection, qui se sont mis en dehors du système, et qui aujourd'hui font partie ou feront partie, je ne pense pas que ça soit possible assez rapidement, du NSG. Vous vous rendez compte le message dévastateur que vous adressez aux États non dotés? Voilà. Alors, non, oui. Non, vous n'avez plus la parole. Oui. Moi, je l'ai plus je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. C'est clair que sur le plan juridique, et je l'ai écrit plusieurs fois, donc ça me pose un vrai problème. Sur le plan de la non-prolifération, et non dans un autre champ, et c'est je pense que c'est ce que tu as voulu soulever, il est clair que faire entrer l'Inde dans quelque chose, c'est mieux que dans rien. Et qu'en ce sens-là, aujourd'hui, c'est l'argument que certains avancent en disant de toute façon, faire entrer l'Inde dans l'NSG, juridiquement parlant, ça n'a aucun effet.